Que tu es avec moi. Oui, je suis là. Super, on va peut-être commencer par se présenter. Euh, D'accord. je, je te laisse te présenter, moi aussi. Siam, qui est hypnothérapeute et spécialisée dans les relations toxiques, va se rejoindre sous peu. Et, euh, et voilà, il va reprendre les choses, la discussion en parallèle. Donc, vas-y, vas-y. OK. Alors, moi, je suis Nina. Je suis RH dans une banque d'investissement japonaise. Euh, Ça fait 23 ans que je travaille, mais ça fait 6 ans que je suis revenue dans le domaine des ressources humaines. Pourquoi pas avant? C'est un choix de carrière qui n'est pas forcément compris par tout le monde dans le monde du travail, mais c'est un choix personnel que j'assume et que je défends lors des entretiens lorsqu'on me pose la question. Voilà, je suis quelqu'un qui assume ses choix et peu importe ce que pensent les autres, c'est pas mon problème. Au moins, c'est dit. Voilà. Super, merci Nina. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nela. Je suis dans les achats et en même temps dans le relationnel, les soft skills, la promotion de la bonne communication constructive et saine. Je suis certifiée en process communication modèle. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, on aura l'occasion juste de faire un lien avec le sujet du jour pour que vous voyez un peu ce que ça peut, ce que cet outil, cette approche peut vous apporter. Et donc, du coup, on va parler du stress aujourd'hui, ce sujet sensible qui est notre ennemi numéro un. Et quand on rajoute un peu, on rajoute en plus des personnes toxiques, ça fait un, un cocktail explosif. Donc, pas du tout bon pour nous. Et, euh, et en soi, le stress, on le vit tous les jours. C'est dans notre quotidien. C'est quelque chose pour tout ce qu'on a à faire dans la vie, on peut être stressé. Il y a du bon stress et il y a du mauvais stress. Le stress, c'est dans les prises de décision, c'est avant un examen, avant une présentation en entreprise, avant un concours. Voilà, on fait face au stress et on a le choix d'avoir du stress, ou des fois on n'a pas le choix, mais en tout cas, il y a soit du stress positif et donc on sécrète des hormones de stress positifs, et soit c'est du stress négatif et le taux de cortisol explose et du coup nous met dans des conditions assez difficiles. Et donc, quand on a confiance et que les contraintes et les ressources sont bien gérées, on a de l'adrénaline parce qu'on veut y aller, on veut, voilà. Et quand on n'a pas tout ça, on rentre dans le stress négatif, la perte progressive de la pensée claire, les risques d'interprétation, les émotions qui prennent aussi le dessus, donc de la transpiration, des palpitations, des nœuds au ventre, on a des comportements inappropriés, hein, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, et les sentiments parasites qui viennent se rejoindre à tout ça. Sentiments parasites, c'est ces voix dans notre tête qui nous parlent. Je pense qu'on a tous fait face à ce genre de problématiques face au stress. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le stress, c'est 77% des personnes qui le vivent, qui le montrent de façon régulière, si je dois donner des chiffres. C'est aussi 30%. Hi Siam, il est avec nous en mode opérationnel en voiture. Ouais, Super, j'arrive, je suis vraiment désolé. Pardon, pardon. il n'y a pas de problème, rejoins-nous. Installe-toi J'arrive, tranquillement, j'arrive. on t'attend. On est en train d'introduire là. Ok, Donc, j'arrive. super. Donc, ce que je disais, c'était 77% des personnes montrent régulièrement des symptômes de stress. 30% des personnes sont sous pression au travail, hein. Ce sont des chiffres qui ont été publiés. Et 54% des personnes se disputent avec leurs proches, leurs enfants, etc. Et quand le stress il est donc négatif, ça va entraîner la dépression, des problèmes au niveau du système digestif. C'est pour ça qu'on dit souvent j'ai un nœud dans le ventre. Il y aura aussi des problèmes d'insomnie, on ne va pas arriver à dormir comme il faut, des battements de cœur, un mal de crâne, des problèmes de mémoire. Voilà, le stress entraîne plein de choses désagréables qu'on n'a pas envie de laisser voilà, mijoter en nous, parce que du coup, c'est très négatif pour notre santé. Et donc, en soi, le stress n'est pas mauvais, mais il devient handicapant
est dangereux quand il est récurrent et répétitif. Et le stress évolue à plusieurs degrés. Donc on a une entrée en matière du stress, et ensuite on a un premier degré de stress, un deuxième degré de stress, un troisième degré, etc. Jusqu'à ce que voilà, on ne puisse plus tenir. Donc la première question qu'on doit se poser face à cette problématique, c'est est-ce que mon stress est justifié? Voilà. Et s'il est justifié, comment agir sur ces paramètres-là? Donc, déjà, si je peux donner du contenu et une sorte de formule pour pouvoir travailler sur cette problématique, c'est le stress, du coup, ce sont des contraintes internes et externes, et ce sont aussi des ressources internes et externes auxquelles on doit faire face. Contrainte, ça peut être interne, de la pression, on se met la pression pour faire quelque chose, pour être à la hauteur, pour être compétent, pour être parfait. Des contraintes externes, c'est aussi, par exemple, on a un rendez-vous qui nous empêche d'arriver à l'heure, ou comme Siam aujourd'hui dans la voiture et les bouchons et les problèmes techniques à se connecter, ce sont des contraintes extérieures qu'il ne peut pas gérer, qui ne sont pas forcément de sa portée. Et on a aussi les ressources internes en parallèle, notre connaissance, notre savoir, notre expertise qui nous rassure. Et on a les ressources externes, donc voilà, tout ce qui va nous permettre de mener à bien notre projet, notre intervention, le matériel nécessaire, etc. Et l'équation à essayer de revoir, c'est de faire le point sur ces contraintes internes, externes, et aussi de faire le point sur ces ressources internes et externes et voir si le stress est justifié. Donc, pour pouvoir démarrer le sujet, Nina, est-ce que tu veux bien nous partager quelque chose sur le stress, ton expérience, les personnes toxiques? Le micro, Nina. Excuse-moi. Sorry. No worries. Alors, j'ai une expérience particulière qui me vient en tête. C'est mon expérience avant d'avoir intégré la structure dans laquelle je suis aujourd'hui. J'ai commencé à expérimenter le stress bien avant même d'avoir intégré la structure. Tout simplement parce que mon intuition me parlait, mon intuition me faisait comprendre des choses, me transmettait des messages que je n'écoutais pas. Donc, je suis arrivée sur site, je vous épargne les aléas qui ont accompagné l'arrivée sur site, la rencontre avec ces personnes-là. Et au quotidien, c'était des brimades, des sous-entendus, plein de petites choses. Pourtant, je suis quelqu'un qui le maîtrise assez bien, qui arrive à gérer, à dissocier ce distress, comme on le dit en anglais, de mon quotidien. Mais ces personnes autour de moi étaient malveillantes, me le faisaient comprendre, mais moi, avec mon côté, tout ira bien, tout va s'arranger, on peut y arriver, c'est une collaboration. Je continuais à avancer dans l'expérience. Euh, Au bout de quelques temps, on va dire au bout de 2, 3 mois, j'ai commencé à avoir des étouffements, je n'arrivais plus à respirer la nuit, j'avais toujours des petits problèmes, j'avais mal au ventre, j'avais des maux de tête. Avant même d'arriver sur site, au bureau, j'étais en transpiration. OK, je faisais tout pour maîtriser cette gêne, mais ces personnes continuaient à m'enfoncer. Donc, au final, je me suis murée dans un silence. C'était de les ignorer et de continuer à faire mon chemin. Mais tout ça, ça ne suffisait pas parce que pour eux, il fallait que je dégage et il fallait me pousser jusqu'au bout. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire, parce que je ne dois rien à personne et que mon chemin, je le trace moi-même, j'ai continué à aller jusqu'au bout. Au final, je me suis rendu compte que ça ne s'arrangerait pas, que j'allais pas laisser ces personnes pourrir ma vie, surtout qu'on arrivait à une période de fête qui pour moi était hyper importante. Franchement, j'ai grandi dans une culture américaine où les fêtes de Noël sont explosives, magnifiques, géniales, avec un engouement, une joie qui dépasse tout entendement. Et je ne voulais pas que ces personnes pourrissent cet événement pour moi. Donc, à ce moment-là, j'ai fait un shift, voilà, je me suis dit, stop, je ne peux plus vous laisser m'entraîner dans le trou noir parce que vous y vivez et moi, je n'ai pas envie d'y être. Donc, on dit stop, on arrête la collaboration, ciao, bye bye.
peu importe pour moi les inconvénients que ça pouvait entraîner, hein. C'était retour au chômage après 6 mois de recherche et autres. Mais pour moi, ma personne, ma santé était beaucoup plus importante que de gagner ma croûte et de me laisser sur le long terme, parce que ça ne va pas arriver aujourd'hui, hein, ça ne va pas arriver demain. Pour peu que vous soyez un peu chanceux, ça va se déclencher tout de suite. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que ça va venir sur le long terme. Un jour, vous allez vous dire, mais je ne me sens pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout cet enchevêtrement d'événements qui fait que, à un moment, votre corps, il vous dit stop, je vais exploser si tu ne me sors pas de là. Et le corps peut malheureusement exploser en dégageant des toxines qui vont nous créer des maladies qu'on ne comprend pas et on ne sait même pas d'où ça vient. Donc, moi, je dis, quand vous êtes face à ce genre de personnes qui vous fait sentir mal à l'aise, quand vous êtes face à eux, vous n'arrivez pas parce que intuitivement, vous le savez, mais la société nous oblige à faire fi de notre intuition et à continuer parce qu'il faut qu'on gagne sa croûte. Mais gagner ta croûte, est-ce que ça veut dire que tu vas te pourrir la santé? Non, parce qu'il y a des personnes qui comptent sur toi, il y a ta famille, il y a tes amis, des personnes qui ont envie de te voir bien portante. Et pour ces personnes-là et pour toi-même, c'est très important de dire stop. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et Néla en est témoin, voilà, elle peut vous en dire un peu plus. Moi, je ne négocie pas avec ma santé. C'est vrai, c'est très important et c'est vrai qu'il faut s'écouter. Et ce que tu viens de dire là, c'est important. Comment reconnaître les personnes toxiques? Ce sont des personnes qui vont tout le temps se plaindre. Ce sont des personnes qui vont, ça va jusqu'à l'agression verbale, des sauts d'humeur, des comportements pervers, si on va même très loin, harcèlement moral, harcèlement physique, et on dévalorise l'autre, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que Christelle vient de ressentir ou a ressenti à ce moment-là, ce malaise d'être en compagnie de d'autres personnes, son intuition le lui disait, elle était tout le temps sur le qui-vive et prête à exploser finalement. Ce sont des signes, des choses qu'on ressent, des émotions. Et quand on dit émotion, le mot le dit bien, le E représente extérieur, et émotion veut dire un mouvement vers l'extérieur, donc une façon de s'exprimer. Et donc c'est vraiment, et les conséquences, c'est ça, démotivation, méfiance, paranoïa, appauvrissement intellectuel parce que finalement on n'arrive pas à exceller dans ce qu'on fait et on perd confiance, ce sentiment d'impuissance. Et pourquoi effectivement, comme tu dis Nina, rester dans cet état, c'est pas possible, c'est pas bien pour nous, c'est pas bien pour nos proches et c'est juste pas justifié, quoi. Ça n'en vaut pas la peine. Et donc il y a Siam qui vient de nous rejoindre, super, je suis trop contente. T'es beau comme ça, oh là là. Merci, merci. Je suis vraiment désolé. C'est la course, les embouteillages et tout. Donc, je suis arrivé, j'ai un peu short. Donc, on parle du stress. Bah voilà, une situation de stress, par exemple. C'est une petite dose de stress, là. Voilà, une dose d'adrénaline, de cortisol et de toutes les bonnes hormones de stress. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Ouais. Et je te laisse te présenter et voilà, juste aborder ta perception de tout ça en tant que hypnothérapeute, spécialiste des relations toxiques. Dis-nous tout. Alors, mon nom c'est Siamli, donc hypnothérapeute, thérapeute aussi, alors spécialisé dans les relations toxiques. Alors, relations toxiques, que ça soit aussi bien au travail que dans la vie de tous les jours, parce que finalement, les relations toxiques qu'on rencontre dans le travail, en réalité, c'est un peu, on va dire, le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ce qui se passe aussi en couple, c'est ce qui se passe avec des amis, c'est ce qui se passe avec la famille. Donc, pour parler des relations toxiques, effectivement, moi, je trouve que les relations toxiques, c'est quelque chose qui nous apprend sur nous-mêmes. C'est un petit peu voir la personne en face de nous, effectivement, qui va se comporter d'une manière toxique. Finalement, elle va nous apprendre beaucoup aussi sur notre manière de réagir. Je pense que c'est vraiment important. Souvent, on va pointer du doigt la personne en face de nous, comment elle se comporte, parce que c'est facile à voir et il y a une part de vérité dans tout ça. Mais là où je pense que c'est intéressant, et pour apporter une vision un peu différente, c'est comment nous, on réagit à cette personne toxique, parce que c'est la seule chose qu'on peut contrôler. On ne pourra jamais changer un boss, un responsable, un manager ou même un employé qui ne se comporte pas bien. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est notre réaction. Et de par notre réaction, on a la capacité, d'une certaine manière, d'améliorer la relation. Donc, c'est un petit peu de ça dont je voudrais parler.
Merci beaucoup, Siam. C'est super intéressant ce que tu dis. Effectivement, dans le plus beau monde, on aimerait voir cette personne partir. Oui, Et c'est pas le cas. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, ils viennent d'arriver, ils viennent de rejoindre les équipes. C'est pas le boss qui va partir. Hein. Il va falloir s'adapter. Sauf que ça. quand on est dans ce genre de conditions, les relations toxiques, les personnes toxiques, c'est de la contamination. Et ça va vite. C'est puissant, c'est les collègues, c'est l'organisation. Et on se retrouve au milieu de tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 20% des personnes souffrent d'un état dépressif, il faut le dire. Ce sont les chiffres qui ont été publiés par Source Covid Treb. Et 21% de personnes souffrent d'un état d'anxiogène. C'est dingue, quoi. Plus 40% depuis hors période de l'épidémie. Donc c'est un sujet quand même sérieux, les conséquences sont graves sur la santé et il faut expliquer aux personnes, voilà, ce que j'aimerais aborder aujourd'hui par rapport à votre expérience, c'est quelles solutions pour les salariés et pour les personnes qui vivent dans ces situations toxiques. Nina, est-ce que tu veux bien commencer? Le micro. Oui. Alors, moi, je dis aux salariés, il faut commencer par étapes. Moi-même, j'ai été salariée, donc j'ai commencé par étapes. J'ai d'abord essayé de discuter avec les personnes que j'estimais être toxiques pour moi. La discussion a duré, mais n'a mené à rien. Je suis allée voir la direction qui m'a gentiment dit, c'est ton problème, nous, ça ne nous intéresse pas. C'est peut-être pas le cas de toutes les directions. Je pense qu'il y a des directions où on va prendre le sujet à bras-le-corps, on va essayer de le traiter. Mais de par mon expérience, depuis 23 ans que je travaille, c'est souvent la personne qui se sent mal à l'aise, qui ne se sent pas acceptée, hein, qui vit cette relation, qui sera mis dehors. J'en ai encore eu la preuve ce matin, malheureusement. Pourquoi? Parce que les personnes dites toxiques ramènent peut-être de l'argent à la structure. Ces personnes font prospérer la structure et donc on n'a pas envie de les laisser partir. On préfère, je parle de RH général en France, hein, et la direction des structures en France. On va préférer sortir gentiment la personne qui ne se sent pas bien et garder l'autre parce que c'est elle qui ramène les pépettes, tout simplement. Et je pense qu'il y a un travail à faire auprès de la direction. Il y a une réelle éducation à faire pour que ce sujet soit pris en compte, que les managers, les directions arrivent à repositionner l'humain dans la structure pour pouvoir valoriser et comprendre ce mécanisme. Mais tant qu'on n'y arrivera pas et tant qu'on ne voudra pas, parce qu'on reste dans un schéma où c'est la personne qui ramène l'argent qui est la plus importante, on aura toujours ce problème. Et comme le disait si bien Siam, c'est pas un jeu à sens unique. Ça va des deux côtés. Donc, que la personne qui se sente mal essaie de faire un travail, il faut que les autres aussi l'accompagnent. Malheureusement, on est face à un sujet qui va dans un seul sens parce que la personne essaye d'arranger les choses, les autres continuent à l'acculer, au final, elle se sent noyée et elle est obligée de sortir. C'est l'exemple que j'ai eu encore ce matin au travail qui m'a rendu triste, bien sûr, parce que ce n'est pas ce que j'aurais voulu avoir, ce n'est pas la solution que j'aurais voulu apporter aux salariés, mais malheureusement, c'est ce que ma direction a décidé. Donc, il y a d'abord un travail à faire auprès des personnes qui sont promues managers ou directeurs de structure, parce que c'est un vrai sujet de société. Il faut le comprendre pour pouvoir le traiter. Mais tant on pratique la politique de l'autruche, on ne peut pas avoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les RH, ils ont quand même un levier. Ils se plaignent énormément qu'il n'y a pas d'outils pour former les gens, sensibiliser les gens, mais il y a un levier derrière quand même. Ils peuvent déjà prendre de l'avance dans le recrutement. Il y a le coaching qui est possible, il y a les formations en soft skills pour le savoir-être qui est possible. Lors du recrutement aussi, je pense qu'ils peuvent essayer de travailler sur les questionnaires de personnalité pour adapter, voir si la personne est adaptable, flexible. Et ça peut aussi donner des pistes d'amélioration au manager ou à la personne qui a été recrutée pour pouvoir travailler cette compétence qu'il n'a peut-être pas en lui. Donc c'est vrai que
c'est très intéressant pour les entreprises et que ça doit être pris au sérieux, cette histoire de savoir-être, parce que c'est la base de toute chose. Hein. En entreprise, on utilise 85% de nos soft skills, nos compétences relationnelles, que ce soit l'adaptabilité, le travail en équipe, la communication, la créativité, tout ça, c'est 85% de ce qu'on donne versus 15% du diplôme qu'on apporte avec nous, quoi. Donc, est-ce que Siam, tu voudrais rajouter quelque chose à ça? Oui, alors, non, c'est très intéressant et effectivement, ce que disait Christelle, c'est que le problème souvent dans ces situations-là, c'est un peu à sens unique, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui souffre et donc il y a une autre personne, on va dire, qui, bah, elle, peut-être met la pression, un manager qui met la pression, ou des fois ça peut être l'inverse, ça peut être des employés qui mettent la pression à des managers ou à une direction. Et du coup, effectivement, pour que des relations toxiques s'améliorent, c'est vrai que le mieux, l'idéal, c'est qu'il y ait les deux parties qui soient capables de faire un travail sur eux-mêmes. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes. Maintenant, dans la réalité, ce que je voudrais vous donner, vous qui regardez aujourd'hui, qui nous écoutez, c'est peut-être des éléments, des choses très concrètes que vous pouvez appliquer déjà dès maintenant pour déjà, on va dire, faire descendre le palier et ne pas continuer. Voilà, si aujourd'hui vous êtes voilà, un employé qui avait la pression par un manager, comment vous pouvez un petit peu améliorer ça? Alors, il y a un truc que je voudrais vous apprendre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du triangle, ce qu'on appelle le triangle de Cartman, qui est très connu en psychologie. C'est ces trois rôles que, en fait, on joue tous dans nos relations. Donc, le premier rôle, c'est un peu le rôle du sauveur. Donc, c'est un rôle que beaucoup d'entre nous ont. Donc, le sauveur, il est là en pensant que bah, lui, il va pouvoir aider. Donc, il va pouvoir aider dans le monde du travail. C'est un peu, il va pouvoir aider l'entreprise. Il va faire des heures sup. Il se dit que quand il y a un dossier qui n'est pas fini, bah, il va pallier. Ou si un collègue est absent, il va faire son travail. Il va être le sauveur. Et il pense que lui, bah, il est en train d'aider. Il fait quelque chose de bien. En soi, c'est vrai que c'est pas mauvais. Mais on va développer un petit peu plus pour montrer pourquoi en fait ça devient toxique. Donc pour avoir un sauveur, il faut qu'il y ait une victime, forcément. Donc la victime, on connaît tous, c'est un peu la personne qui va se plaindre tous les jours, qui vient au travail, qui est jamais contente, qui est toujours en train de remettre la faute sur c'est la faute des managers, c'est la faute de la direction, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Voilà, qui pense que tout ce qui lui arrive aujourd'hui, sa situation aujourd'hui, elle est un peu de la faute des autres, toujours. Et du coup, il attend quoi? Il attend un sauveur, il attend quelqu'un qui va pouvoir l'aider. Et donc, le dernier rôle, forcément, s'il y a un sauveur, s'il y a une victime, il y a quoi? Il y a le bourreau, le persécuteur. Donc, le persécuteur, pareil, on peut se dire, dans notre milieu professionnel, ça peut être un manager ou un autre collègue qui vous savez, est toujours en train de vous reprocher, vous blâmer, vous dire, voilà, tu n'as pas fait ça correctement ou tu aurais dû faire comme si, c'est, voilà. Vous voyez un peu l'idée. Et à partir du moment où je joue un de ces rôles-là, bah forcément, il va se créer des tensions, il va se créer des relations toxiques. Sauf que si vous observez bien, là, je suis sûr que essayez de vous voir et de voir un petit peu vos collègues, vos managers, où est-ce qu'ils se trouvent. Et je suis quasiment sûr que dans 100% des cas, vous pouvez un petit peu vous associer à ça. Donc, l'idée dans tout ça, pour sortir facilement de tout ça, c'est ne pas jouer un de ces rôles. Et pour ne pas jouer un de ces rôles, c'est comprendre où est sa responsabilité dans l'entreprise et où est la responsabilité de l'autre dans l'entreprise. Et de ne pas prendre les responsabilités, entre guillemets, qui ne sont pas les nôtres, et ne pas donner des responsabilités qui ne sont pas les responsabilités de nos collègues ou de nos employés. Donc voilà, quelque chose de très simple. J'aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment très important et très efficace et très simple à comprendre. C'est sûr, parce qu'on a toujours tendance à vouloir en faire trop ou plus. Oui. Et il faut mettre des limites parfois. Et si moi, je dois rajouter aussi quelque chose, c'est surtout les personnes toxiques, parfois, ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans leur toxicité. Ah, bien sûr, ils ne se rendent jamais compte même, tu peux le dire. Ils sont trop centrés sur eux-mêmes déjà. Oui. Donc parfois, solution 1, c'est d'aller directement être honnête, être factuel avec eux par rapport à ce qu'ils viennent de faire, qui ne passe pas ou qui font assez de façon récurrente, qui ne vous plaît pas, et d'être direct. Il n'y a rien de mieux, c'est la première solution. Il faut s'expliquer. Et il ne faut pas avoir peur de s'expliquer. Ensuite, de façon assertive, bien évidemment, hein, pas dans l'agression, il ne faut pas vraiment jouer, faut pas jouer leur jeu. Hein. Et ensuite, pour les plus courageux,
les personnes toxiques, elles sont souvent, enfin la plupart, j'ai pas envie de généraliser, mais il y a quand même, je pense, Siam et Nina pouvaient le confirmer, il y a une question de valorisation derrière, quoi. Il y a un problème d'estime de soi, de confiance. Donc il faut pas prendre ça comme si ces personnes se croient meilleurs que vous. Au contraire, ils ont un sérieux problème de confiance et d'estime de soi derrière et ils cherchent à être valorisés. Donc si vous avez le courage, essayez de les valoriser comme vous pouvez, en étant naturel et en disant vraiment ce qu'il y a de bon en eux finalement, parce que c'est ce qu'ils recherchent inconsciemment sans le savoir. Et après, si jamais il n'y a pas de résultat, aucun changement, il faut aussi accepter effectivement que certaines personnes ne changent pas ou n'ont pas envie de changer. Et la question là à se poser, c'est est-ce que je veux rester dans ce genre de conditions? Et si vous décidez de rester dans ce genre de conditions, moi je vous dis, faites un dossier béton, notez tout. Mais oui, parce que ça peut aller très loin, ça peut aller très loin. Notez les faits, faites des preuves, notez les preuves, tout ce que vous pouvez, parce que ça peut aller au service RH cette histoire et il peut prendre le relais et il faut des preuves pour ça et ça peut après passer dans les affaires juridiques complètement, quoi. Donc, et là, c'est là qu'on a le manager qui va intervenir. Et ce qu'on attend des managers aussi, si je peux juste enchaîner sur cette solution-là, c'est qu'on attend des managers qui ne prennent pas parti. Et trop souvent, ils prennent parti parce que c'est une contamination, ils travaillent avec des collègues depuis longtemps, ils ont l'habitude, ils les connaissent, et vous venez d'arriver, ou en tout cas vous parlez moins avec eux, vous êtes moins in quoi dans la structure, donc finalement pas si proche que ça. Et c'est ce qui est dommage au niveau des RH de prendre parti. Donc moi je peux conseiller aux RH, et je pense que Siam et Nina, vous êtes d'accord avec ça, c'est de récupérer des feedbacks et de demander aussi à d'autres collègues comment est-ce qu'ils perçoivent la situation. Parce que s'il y en a un, deux, trois qui disent la même chose sur la personne, c'est qu'il y a un problème. Et là, il faut vraiment agir, quoi. Et les managers, une fois que vous récupérez ces feedbacks-là, plan d'amélioration. On se plaint à chaque fois que les soft skills ne sont pas assez développés, l'esprit d'équipe n'est pas assez développé. Il y a des solutions. Le coaching via SIAM, des conseils RH. En général, il y a beaucoup de RH aussi qui sont dans le coaching, le conseil. Vous pouvez demander process communication, des formations, du coaching, de l'accompagnement qui peut vous aider et aider ces personnes-là à développer leurs soft skills, leur communication, leur acceptation de l'autre finalement, si je puisse dire. Et ensuite, si ça ne marche pas, parce que là, on aura fait le maximum et que cette personne est dans la boîte et que bien évidemment, il pense qu'il a envie d'évoluer demain sur d'autres postes de management, par exemple, alors qu'il n'est déjà pas compétent dans le relationnel, il faut lui expliquer que son comportement aura des conséquences graves sur le poste qu'il désire avoir demain. Parce qu'il ne peut pas manager une équipe dans ces conditions-là. Et donc, les RH qui ferment les yeux là-dessus en disant ça, c'est la porte ouverte au burn-out, à la dépression, et c'est les salariés qui en sont des victimes, quoi. Et ça, c'est vraiment pas possible. Il faut, je pense que tout le monde est d'accord, il faut encourager la culture positive, le positive mindset, le respect de l'autre aussi. Et ça, c'est dommage que ça nous manque. Et j'aimerais juste rajouter d'autres astuces que vous pouvez faire, vous, salariés, au manager, ou le manager même doit être en mesure de les faire pour lui-même aussi, c'est de changer les horaires des personnes qui sont dans le conflit, par exemple, qui évitent de se croiser le temps que la situation s'arrange, faire des petits groupes de travail. Vous pouvez aussi changer, par exemple, faire des petites réunions de groupe et éviter que les gens se rencontrent pendant que c'est encore orageux. Réorganiser les bureaux ou l'attribution des open space. Il y a tellement de solutions qu'on peut déjà mettre en place pour que les choses s'arrangent. Et au lieu de faire semblant, tout simplement, que rien ne se passe et qu'il y a une personne qui est une victime et qui est en train de subir pendant que les autres sont là en force finalement à faire dépérir et incriminer l'autre, quoi. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Alors, moi, je pense que ça, c'est dans le meilleur des mondes. On est dans des organisations où, encore une fois, je l'exprime haut et fort, où c'est celui qui ramène de l'argent qui gagne. Les RH, personnellement, j'ai choisi ce métier parce qu'il y avait le mot humain. Et la personne qui m'a donné envie de faire ce métier, elle était vraiment humaine. Pour elle, l'humain était quelque chose à respecter. Il fallait respecter l'autre, il faut se respecter soi aussi
peu importe si ça pouvait coûter un peu plus cher à l'organisation. Ça, je vous dis, ça, je l'ai rencontré il y a 23 ans quand j'ai choisi ce métier. J'en ai très peu rencontré depuis que je suis là. Moi, j'ai gardé ma personnalité, je n'ai pas voulu changer parce que c'est elle qui m'a donné envie de le faire et j'ai envie de continuer dans cette lignée-là. J'ai rencontré beaucoup de RH dans mon parcours pour avoir fait beaucoup de structures, d'industries différentes et malheureusement, je suis triste de vous annoncer que 90% des RH ne connaissent pas le mot humain. C'est dommage. C'est business before anything else. Et tant que ces personnes-là qui sont à la tête des organisations ne vont pas faire un travail sur eux-mêmes déjà pour pouvoir le décliner sur les autres, nous n'irons nulle part. Et je connais beaucoup de RH qui disent « Oui, c'est un humain, c'est un chiffre. » Eh bien non, sans cet humain-là, ta structure ne serait pas là où elle est. Sans cet humain qui a sa santé pour venir travailler pour toi pendant 10 heures où tu vas maltraiter son être humain, non, ce n'est pas possible. Donc, moi, je pense qu'il y a un réel travail à faire dans les organisations. Certes, nous avons des outils, nous avons beaucoup de choses aujourd'hui qui nous permettent d'y arriver. Encore faudrait-il que ces personnes aient envie de les utiliser. Et le problème, je pense qu'en France, on est quand même encore en retard sur le développement des soft skills. Ça vient progressivement, je ne dis pas non. Mais on a beaucoup de défis à relever parce qu'il faut changer plusieurs générations. On est dans une culture où si tu te montres un peu empathique au travail, eh ben, tu es faible. Eh bien non, l'empathique a sa place au travail aussi bien que celui qui va au front. Donc, je pense que c'est toute une culture d'entreprise qu'il faut changer. Ce sont les personnes à la direction qu'il faut changer. Je pense que ça va venir parce que les jeunes générations sont vraiment portées sur le développement personnel et ils n'hésitent pas à dire quand ça ne va pas. Mais entre l'ancienne génération et la jeune génération, on a toute une génération qui a été sacrifiée. Pourquoi? Parce que le business et l'organisation doivent survivre à l'humain. Et ça, je trouve ça déplorable. C'est dommage. Je vais rebondir un peu sur ce que... Juste avant que tu n'enchaînes, Siam, il y a des personnes, je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès au chat apparemment, qui me disent qu'ils n'ont pas accès au chat. Si jamais vous voulez intervenir, n'hésitez pas du coup à réactiver votre micro pour poser la question. Si vous ne pouvez pas la poser dans le chat, et on répondra. Donc, je te laisse la parole, Siam. Merci. Ouais, ça fait. Donc, ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, Christelle, je crois qu'effectivement, dans le meilleur des mondes, effectivement, alors, on a envie de prôner l'humain et effectivement, quand on est RH, c'est ressources humaines. Mais c'est vrai que tu as complètement raison. Je le vois et je vois des clients qui viennent me voir. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier, comme tu as dit, business is first. Et du coup, le problème, c'est qu'effectivement, tant qu'on ne comprend pas dans la structure de l'entreprise que l'humain fait partie finalement de la ressource, fait partie de comment on va pouvoir améliorer finalement les résultats de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a un peu un concept où c'est que les chiffres qui parlent. Donc effectivement, parce qu'en business, les chiffres, c'est ce qu'il y a de plus visible. Tout ce qui est sous-jacent aux chiffres, donc c'est-à-dire le burn-out, c'est-à-dire les personnes qui partent en dépression, donc c'est des personnes qui ne sont pas au travail, donc c'est de la main-d'œuvre en moins, c'est de la force en moins. C'est difficilement quantifiable, mais quand bien même maintenant, ça commence à se savoir et on commence à voir qu'effectivement, il faut que les entreprises réalisent que un employé qui va être en burn-out, qui va partir pendant 6 mois et qui ne va pas être là, finalement, le moment où ils vont comprendre que finalement, ça fait du chiffre en moins, il n'y a que là où ils vont pouvoir comprendre. Et c'est un petit peu ça, je pense, le discours qu'il faut prôner et qu'il faut éduquer, en fait. Il faut éduquer, comme tu as dit, cette nouvelle génération. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire avec le développement personnel, de comprendre qu'aujourd'hui, une personne qui est moins stressée, elle est plus productive. Et en fait, surtout, je trouve en France, on a une mauvaise vision du travail. On pense que travailler, rester assis de 8 heures jusqu'à 18 heures ou même si on reste jusqu'à 20 heures, c'est de la productivité. Non, ce n'est pas de la productivité. Moi, j'étudie beaucoup les neurosciences et en fait, le cerveau, il n'a pas la capacité de rester focalisé
pendant autant de temps. Il est juste pas fait pour ça. On n'est pas des ordinateurs et donc ça ne marche pas. Donc effectivement, on se cache derrière les ordinateurs, on se cache dans des open space pour faire semblant de travailler, mais la productivité n'est pas là. Si on pouvait comprendre mieux, si ces personnes comprenaient mieux le cerveau humain, comprenaient que le cerveau humain, finalement, il a des zones de focus où il peut se focaliser et être très productif pendant maximum, on va dire, 1 heure et demie. Et après ça, il a besoin de décompresser. Et quand il va revenir, il va être plus productif. Il a besoin aussi, entre guillemets, entre les deux, il a besoin de zones de décompression, de choses donc en fait, l'organisation, je pense, du travail doit être complètement revue. Et l'ancien modèle, il est complètement obsolète. Et aujourd'hui, je pense que les entreprises qui parce que je crois à ça, que les entreprises qui vont intégrer toutes ces notions du cerveau, de l'humain, du comportement, vont devenir plus productifs. Et là, ils n'auront plus le choix. Donc, je pense que c'est sur ça qu'il faut tabler. Il ne faut pas espérer que les gens, du jour au lendemain, en fait, s'il n'y a pas d'avantage pour l'entreprise, ils ne vont pas changer. C'est un peu ça que je voulais soulever. Super. Merci beaucoup, Siam. Merci, Nina. On m'a aussi demandé en off, là, les personnes toxiques. Est-ce qu'une personne toxique est aussi bien dans le contexte pro que perso? Qui a envie de prendre qui veut partager son opinion sur ça? Alors, moi, j'y vais. Honnêtement, non. Tu es toxique au boulot, tu es toxique dans ta vie. Franchement, à moins que tu aies un problème de bipolarité où tu arrives à être une personne au boulot et une autre personne dehors, moi, j'y crois pas. Si je m'entends pas avec toi au boulot, il n'y a aucune chance qu'on s'entende ensemble dehors, quoi. Donc, j'y crois pas. Après, ça peut exister, hein. Il y a toujours des exceptions à toutes les règles, mais personnellement, j'y adhère pas. D'accord. J'ai juste Loïs qui veut intervenir. Vas-y, Loïs. Hello, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Loïs Yoruba sur LinkedIn. Néla, merci pour l'invitation et pour le lien aussi. J'avais du mal à me connecter. Franchement, ce sujet, il est tellement pertinent que je ne pouvais pas ne pas le suivre parce que c'est un sujet d'actualité. Et quand je suis rentrée, bon, je suis arrivée en retard, mais je suis tombée sur Chris Nina qui parlait en fait des RH qui ont un peu oublié ce côté humain. Bon, moi, je vous partage ma petite expérience. Déjà, moi, on m'a beaucoup reproché et on me reproche encore souvent d'être un peu trop empathique pour ma fonction de RH. On me dit que je suis trop empathique. Voilà. Ça, c'est un premier point que j'aimerais soulever. Aujourd'hui, il y a un réel challenge en tant que RH. C'est comment arriver à concilier l'humain et le business. C'est un réel challenge que tous les RH rencontrent. Comment se comporter quand vous êtes dans une organisation qui prône que le business au détriment de l'humain? Qu'est-ce que vous devez faire en tant que RH? Pareil que Chris Nina, franchement, moi, j'ai décidé de ne pas changer ma personnalité. Je ne peux pas changer ma personnalité. C'est vrai que je me dis, je travaille selon la vision de mon supérieur, selon la vision de l'entreprise et tout, mais cette vision-là ne doit pas me pousser à changer ma manière d'être ou ma manière de percevoir les choses parce que personnellement aussi, j'ai choisi cette fonction-là à cause de l'aspect humain. Je me dis, je vois plus les RH comme des personnes, en fait, qui doivent elles-mêmes faire preuve d'un tel leadership, qui doivent elles-mêmes faire preuve de telle capacité de coaching, en fait, que le directeur général ne peut, en fait, se dédouaner des ressources humaines parce qu'ils ont l'aspect stratégique, ils ont l'aspect business, ils ont l'aspect aussi humain. Bon, le capital humain, si vous n'avez pas un capital humain qui est motivé, qui est encouragé, comment est-ce que vous faites pour réaliser du business? Comment est-ce que vous faites pour réaliser du chiffre? C'est à nous, RH, de pouvoir faire, comme Siam l'a dit, des analyses pertinentes et dire, voici dans tel réseau, dans telle direction, voici ce qui se passe en termes de climat social. Et si nous ne faisons pas quelque chose le plus tôt possible, si nous ne mettons pas en place des stratégies efficaces pour régler ces différents problèmes, voici le risque en cours. Après, si l'organisation se dédouane ou décide de ne rien faire de façon pratique, vous, en tant que RH, vous aurez fait votre part. Moi, c'est ce que je peux dire, en tout cas, au RH. Si vous voyez aussi qu'avec les situations qui se présentent, vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer ou le droit n'est pas dit, ou votre supérieur hiérarchique ne vous soutient pas du tout dans tout ce qui est coaching, accompagnement, arrivé à un moment, il faut pouvoir faire un choix entre rester
fidèle à vos valeurs, votre personnalité ou le salaire que vous recevez. Franchement, moi, personnellement, j'ai quitté des entreprises pour cela. Voilà. Je démissionne simplement. Une chose est sûre, je me dis, les compétences, je suis sûre que j'en ai. Les opportunités, j'en aurai. J'aurai la possibilité, en tout cas, de pouvoir m'exprimer, mais je ne peux pas rester dans un environnement qui me pousse à me dédouaner ou bien à me défaire de mes valeurs ou à me défaire, en fait, de l'éducation RH ou de l'éducation en termes de professionnalisme que j'ai. Voilà. C'est vrai que c'est assez radical, mais je vous assure qu'il y avait des entreprises à un moment, à cause du climat social et à cause des analyses que je faisais, de ce que j'entendais, mais tu peux rentrer à la maison et cela te pèse tellement que tu transportes en fait tout ce poids-là jusque chez toi à la maison. En fait, souvent, en tant que RH, on n'a pas conscience des effets de notre travail. Il n'y a rien de plus réduisant quand vous échangez avec un employé qui était au bord du burn-out, qui vous dit vos coachings, vos conseils vraiment m'ont aidé à reprendre le dessus sur moi-même. Vos coachings, vos conseils m'ont aidé non seulement à améliorer mes relations avec les autres, parce que c'est aussi ça notre rôle. Après, quand vous analysez certaines situations dans certaines directions, si la personne, c'est lui le bourreau de son manager, il faut pouvoir vous enfermer avec lui pour lui dire la vérité en face. Voici ce que tu fais. Si tu continues ainsi, tu vas non seulement te détruire toi-même, tu vas détruire ta carrière et tu ne pourras pas aller de l'avant. Quand quelqu'un qui est comme ça, dans cette dynamique-là, revient pour vous dire, franchement, vos conseils m'ont aidé à améliorer et à changer, vous, en tant que RH, c'est un bonus. Que de voir d'autres personnes tomber dans le burn-out et puis vous regarder à distance, vous ne pouvez rien faire et cela vous pèse. Arrivé à un moment, franchement, il faut pouvoir faire les bons choix au bon moment. Soit vous restez et vous supportez et vous changez votre personnalité, soit vous décidez de rechercher un autre endroit qui va vous permettre de pouvoir exprimer ce côté humain-là. Et je pense qu'il y a des sociétés, toutes ces sociétés qui commencent à venir aujourd'hui ont compris qu'on ne peut pas atteindre et réaliser des chiffres dans un climat social qui est vraiment néfaste. Et ça, le management aussi, le coaching des managers compte pour beaucoup parce que c'est le manager, en fait, qui peut laisser proliférer ce genre de situation. Je ne veux pas monopoliser la parole, je vais laisser les autres parler, mais c'était principalement cela. Et puis, vous félicitez aussi, le thème, il est vraiment intéressant et vos interventions aussi sont vraiment top. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Louise. Merci. Je vois bien que tu es passionnée par le sujet. Merci pour ce partage aussi, parce que c'est vrai, hein, des fois, il faut trancher, quoi. On ne peut pas rester tout le temps dans des situations comme ça et subir. Et j'ai aussi Isabelle Lagan, qui est talent manager à Academia, qui souhaite, elle ne peut pas intervenir là parce que voilà, mais elle m'a envoyé un petit message qui me dit voilà, les RH sont humains mais subissent. On accompagne au quotidien et c'est une vraie conduite du changement. On doit faire preuve de patience, elle dit. Ça fait 2 ans que j'y travaille et je fais bouger les lignes tout doucement et intégrer des KPI liés au management, à la rétention des collaborateurs, mais aussi à la capacité de faire grandir, oblige à humaniser le management. Et c'est vraiment ça. C'est très bien dit. Et Isabelle fait partie de ces managers-là ou ces coachs-là, ces personnes en RH qu'on cherche à avoir dans notre entourage finalement, comme Nina, comme Loïs, etc. On veut faire bouger les lignes. J'ai Sinclair qui veut intervenir, donc Thibaut, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Merci Néla déjà de m'avoir invité, d'avoir créé cet échange. C'est très important de le faire. Bon, moi j'ai vécu une situation de victime dans des sociétés à 2 reprises, mais vraiment une après l'autre. Et j'ai choisi, comme le disait Siam, au fait d'essayer de changer la relation, au fait, en une meilleure relation. Et avec un retour d'expérience, je peux dire que c'est peine perdue. C'est souvent peine perdue parce que là, je rejoins Nina. Effectivement, il y a les intérêts. C'est soit le business ou soit les relations déjà établies que vous trouvez dans la société qui priment. Donc, en plus, donc, je suis commercial. Donc, un commercial, ça a une durée de vie partant de 2 à 4 ans grand max. Donc, quand vous arrivez et que vous performez, vous vous dites, ben, ça va régler le problème si je passe par mon travail. Mais au contraire, ça agace encore plus. Oui. Et c'est là où, effectivement, ça touche
à notre santé mentale, parce qu'on se pose la question, et moi j'essaie de comprendre, parce que je suis beaucoup dans l'analytique, j'essaie de comprendre ce qui se passe, j'observe, et je dis, mais attends, je comprends pas, ok, il aime pas ma tête quand je suis arrivé, moi j'ai performé, je fais mon travail, c'est quoi le problème? Oui. Et là, vous essayez de comprendre, vous essayez de comprendre, vous essayez de discuter, mais vous êtes face à un mur, c'est comme ça, c'est comme ça. Et aujourd'hui, avec ces deux expériences-là, moi, je dis aussi aux gens de revenir un peu à eux-mêmes et déjà de se rassurer, est-ce que cet environnement-là, il est vraiment bien pour moi? Donc, si déjà la chose s'est faite naturellement, sans que vous ayez fait quelque chose de mal, c'est un premier signal pour vous dire que non, l'environnement, il n'est pas bien pour vous. Exact. Il y a d'autres opportunités, il y a d'autres boulots ailleurs. Et si on vous a demandé de vivre cette expérience, parce que c'est deux expériences aujourd'hui qui m'ont rendu meilleur, qui m'ont rendu beaucoup plus combatif déjà, et j'appréhende les choses d'une différente manière, quoi. C'est le monde du travail, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas mes ressources aussi, c'est vrai, de l'autre côté. Mais moi, je pense, ce que je donnerais comme retour d'expérience, c'est la première chose, est-ce que cet environnement est bon pour vous sur le plan mental, sur le plan évolution de carrière? Est-ce que vous vous sentez bien? Et même sur des paramètres que vous ne maîtrisez pas, si vous avez ça, partez. Partez, il y a d'autres opportunités. Les gens essaient de s'accrocher à un CDI, à, je sais pas, à un lieu de travail, à une société. Mais si c'est à vous tuer à petit feu, ça sert à quoi? Exactement. C'est tout à fait ça. Je ne sais pas si Siam, tu veux intervenir sur ça, sur ce Mhm. que tu as dit. Merci beaucoup, Thibaut, pour ton intervention très pertinente. Merci pour Pas de tes conseils. souci, Nella. Ouais, alors, pour rebondir sur ce que Thibaut dit, il a tout à fait raison, il a une bonne analyse. C'est qu'à un moment, alors là, plus pour parler de vous, comment vous pouvez gérer cette situation, c'est vrai qu'à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Un environnement toxique, malheureusement, il ne va pas changer du jour au lendemain. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, moi, je suis capable, donc j'accepte le jeu, c'est-à-dire je viens pour la paye et entre guillemets, bon, je n'attends rien en retour. Maintenant, si effectivement vos valeurs sont plus loin et que vous voulez avoir de bonnes ententes, et la majorité de nous, c'est ce qu'on voudrait. Maintenant, l'entreprise, voyons clair que c'est le game, c'est le jeu, c'est de faire de l'argent. Donc, il faut aussi, j'ai envie de dire, accepter les règles du jeu d'une certaine manière et de dire, si ça ne me plaît pas, bah, comme il a dit Thibaut, à un moment, je vais dans d'autres environnements où les règles du jeu sont un peu différentes, parce qu'il y a d'autres endroits. Finalement, les relations toxiques, comme il a dit, elles sont là toujours pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes, pour nous apprendre nos limites, ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Vous avez un manager à un moment qui ne vous traite pas bien, bah, malheureusement, la personne qui accepte ne va rien dire ou va peut-être se plier ou va continuer et se plaindre et donc rester dans ce rôle de victime. C'est pour lui faire comprendre qu'à un moment, bah non, il y a des limites à ne pas franchir. Ces limites sont franchies. Vous avez toujours le pouvoir en vous. Moi, le message que j'ai envie de dire, c'est qu'à la fin, on n'est jamais une victime. Des fois, ça peut être difficile de voir, mais c'est de vous faire comprendre que non, vous avez tout. On a toujours un choix. Chaque choix implique des conséquences, bien sûr, mais vous avez des capacités et peut-être que vous servirez mieux dans une autre entreprise, peut-être que votre valeur sera mieux perçue. Donc, ne vous enfermez pas, j'ai envie de dire, dans un environnement qui est toxique. Sachez dire non, sachez vous battre pour ce que vous voulez et aussi visionner le type de poste que vous voulez, visionner le type d'entreprise dans lequel vous voulez servir. Moi, je vais rajouter à la suite de Siam, ne vous travestissez pas. C'est très important. Je pense que quand vous voulez rentrer dans une structure, d'aller sur LinkedIn ou sur Glassdoor et d'aller voir les avis. Moi, ma précédente expérience où j'ai vécu la relation toxique, c'est ce que ça m'a appris. Oui, j'aime la structure, mais qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'un ancien salarié en a pensé? Qu'est-ce qu'un salarié actuel qui est visible sur LinkedIn en a pensé? Décortiquer les valeurs de l'entreprise. Si ces valeurs ne cadrent pas avec vos valeurs, ciao, ne tentez pas parce que vous allez droit vers le mur. Et c'est très important de faire ce travail en amont parce que ça vous permettra de vous placer dans une structure où vous allez moins souffrir. Parce que quand on ne fait pas ce travail, ce que moi, je ne faisais pas avant, personnellement, je ne le faisais pas. L'entreprise m'appelle, oh, je vais bien gagner ma vie, tchoup, j'y vais. Mais qu'est-ce que j'ai récolté derrière?
Aujourd'hui, je sais qu'une entreprise m'appelle, ça se passe bien dans les entretiens, c'est cool, mais j'irai voir sur LinkedIn, j'irai voir les avis sur Glassdoor, j'irai toquer à la porte sur LinkedIn chez 2 ou 3 salariés, différents départements, pour voir un peu et analyser avant de me lancer. Mais pour moi, il est très important que vous restiez fidèle à vos valeurs. C'est ce qui vous sauvera. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il faut penser à son environnement d'efficacité, de productivité, de bien-être, parce que si on n'est pas bien dans notre tête, on n'est pas bien dans notre peau, on ne peut pas produire, quoi. On ne peut pas être efficace. Et ça ne sert à rien de subir ça. Et c'est vrai aussi que derrière chaque personne toxique, si je dois parler du comportement sous stress des personnes toxiques, nous-mêmes, parce que finalement, nous aussi, on est aussi en permanence sous stress, donc on peut être aussi toxique pour nous-mêmes. Et ces comportements-là, si on doit lier le tout à un ensemble, ce sont des positions de vie dans lesquelles on se met finalement, et des schémas, des croyances qu'on cherche à valider. Les personnes toxiques, derrière une personne toxique, il y a donc ce problème d'estime de soi, mais il y a aussi des besoins psychologiques à satisfaire qui ne sont pas satisfaits. Donc c'est de la frustration pour eux. Et il y a des croyances inconscientes qu'on cherche à valider. Et ces croyances, finalement, se répètent sans cesse. Parce que inconsciemment, il faut valider que je suis le meilleur. Il faut valider que telle personne est nulle. Il faut valider ceci, cela. Et la prise de conscience de notre propre comportement, c'est déjà 70% du travail. Et le fait de pouvoir détecter aussi les personnes toxiques et tout de suite s'alerter sur les solutions, les alternatives possibles, c'est aussi un gros travail à faire. Il faut observer, analyser et s'écouter, quoi. Donc moi, c'est vraiment ce que je voulais rajouter. Et parce que finalement, quand on est toxique, soit on se l'impose à soi et on est toxique pour nous-mêmes, soit on l'impose à l'autre et ça nous conduit vers des comportements dérisoires, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est vrai qu'on a commencé un peu tard, mais on peut en parler. On peut parler de ce sujet pendant très longtemps, mais comme on a prévu 1 heure et qu'on ne va pas être trop à déborder, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre le brick ou à l'écrire dans. Alors j'ai une personne qui veut. Je ne sais pas qui c'est. Je vois que des initiales, mais go. Vous pouvez activer votre mic et intervenir. EL. Oui, mais là, c'est Edwin. Edwin, ok. Oui. Merci à tous. C'est vraiment intéressant le sujet. Comme tu dis, il y a beaucoup pour en parler pendant des heures, je pense. Moi, personnellement, je m'en suis reconnu dans au moins les 2 situations. Après, chaque histoire est différente, évidemment. Mais je voulais poser une question à Siam. Te demander, en fait, t'es hypnologue, c'est ça? Hypnothérapeute, oui. Hypnothérapeute, Ouais. ok. Je voulais savoir qu'est-ce que l'hypnothérapie peut apporter dans des situations, par exemple, de stress ou des personnes qui sont victimes ou enfin victimes. On s'entend. Oui, je comprends. Et enfin, est-ce qu'il y a une réponse dans cet outil? Oui. Oui, Ça, je comprends. super bien que tu poses cette question parce que c'était, on allait en venir, donc c'est top. Très belle transition, merci. C'était pas prévu. Mais oui, alors pour répondre à ta question, Edwin, complètement. Parce que si tu veux, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça prendrait du temps, mais l'hypnothérapie, alors il y a beaucoup de préjugés par rapport à l'hypnose parce qu'on la comprend mal. Mais il faut juste comprendre de manière très simple qu'en fait, l'hypnose, ça n'a rien du contrôle de l'esprit. C'est pas du tout ça. C'est pas ce qu'on voit à la télé. Ça, c'est une illusion. C'est la capacité qu'on a en chacun. C'est notre cerveau qui fonctionne de cette manière-là, d'aller taper dans nos émotions. Quand tu réponds à une situation par du stress ou par de la colère, ou à partir du moment où il y a des émotions, donc c'est de la chimie dans le corps, c'est ton subconscient qui relâche toute cette chimie pour une raison. Et la majorité du temps, c'est une réaction de défense parce qu'on se sent dans une insécurité. Nina a parlé souvent finalement des gens qui
quand les gens oppressent, souvent pensent qu'ils vous mettent plus bas que terre, ils vous mettent la pression. Des fois, c'est parce qu'eux-mêmes sont insécures. Eux-mêmes, à l'intérieur d'eux, ne sont pas sûrs des résultats qu'ils vont pouvoir obtenir. Et le stress, en fait, engendre des mécanismes au niveau de nos réactions. Donc, l'hypnose, tu disais ? Des mécanismes de défense. Exactement, tout à fait. Donc, l'hypnose, ce que ça va permettre de faire, c'est que quand on va travailler en hypnose sur quelqu'un, on va lui permettre un petit peu d'anticiper les moments de stress et de programmer le cerveau pour que justement il soit moins dans cette zone d'insécurité. On va déprogrammer tous les mécanismes de l'enfance, des traumas que les gens ont pu recevoir dans leur enfance, parce que malheureusement, ils n'ont pas conscience de ça, mais en tant qu'adulte, on réagit avec la manière dont en fait on a été conditionné en tant qu'enfant. Même si vous êtes adulte, soyez vraiment conscient que vos émotions, ce n'est pas les émotions en tant qu'adulte, et c'est pour ça que souvent les émotions n'ont aucune logique. C'est pour ça que les émotions, malheureusement, elles créent des situations qui n'ont pas de sens. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc, quand vous travaillez sur votre subconscient, sur vos émotions, ça va vous permettre justement de garder votre sang-froid. Et on sait bien justement les personnes les plus pertinentes, les personnes justement qui y arrivent le mieux dans la vie, c'est des personnes qui ont un self-control. C'est des personnes justement qui peuvent endosser beaucoup de stress, mais qui ne vont pas réagir avec leurs émotions, qui vont toujours garder cet esprit, on va dire, plus logique, et qui vont réussir justement à prendre des décisions qui sont bonnes. Et donc, voilà ce que ça peut apporter. Donc, pour les employés, pour les managers, c'est vraiment être capable d'endosser le stress et de toujours réagir avec quelque chose de beaucoup plus logique, de beaucoup plus calme, qui va forcément donner des meilleures performances. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Oui, carrément, carrément. Et je te remercie pour ta réponse. En fait, je me rends compte que ça semble en fait quasiment indispensable, Oui. Même en dehors d'une période de stress, déjà pour se connaître soi-même et pour être mieux préparé justement à la vie d'entreprise. Parce que forcément, on a toujours du stress un jour ou l'autre. On ne sait jamais quand ça frappe à la porte et après, c'est comment on l'ingurgite, comment on se comporte face au stress qui va définir ensuite si on peut être très affecté ou pas. Donc, ouais, je trouve que c'est pas mal et je te remercie pour ta réponse. Je t'en prie. Merci Edwin. Et si je peux juste compléter, je trouve que les trois profils aujourd'hui, et pour conclure même les trois profils qu'on a aujourd'hui, Nina, Siam et moi, ils sont très complémentaires finalement, parce que Siam travaille l'intérieur, vraiment tout ce qui est dans notre fort intérieur, la maîtrise et le contrôle de ces émotions cachées qui nous empêchent d'avancer. Moi, en tant qu'ambassadrice process communication, je suis vraiment dans le comportement observable à l'extérieur. Donc, comment observer le stress avec process communication modèle, avec les six types de structures de personnalité qu'on a en nous. Chacun va manifester des points forts et des points faibles. Et ces points faibles-là sont manifestés quand ils sont sous stress, à différents degrés de stress. Donc, c'est le côté extérieur. Et on a Nina qui est pour le côté RH, qui nous montre aussi que, bien évidemment, il y a du travail et des avancées à faire. Et elle est de très bons conseils. Donc, n'hésitez pas à contacter Siam, Nina, Chris Nina, comme c'est indiqué sur son profil, ou moi-même, si vous voulez travailler sur ces choses-là. Mais tout est complémentaire et il y a un besoin, une prise de conscience d'apprendre à se connaître et apprendre à connaître l'autre pour mieux l'accepter finalement. Voilà, moi, ce sera ma parole de fin. Je ne sais pas si Nina et Siam, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on ne clôture. Non, merci à tous d'être venus et je suis disponible via LinkedIn si vous souhaitez échanger plus ou apprendre un peu plus sur le métier de RH humain. Et Siam. Ouais, super. Merci à tous pour être là. Merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment cool. Et puis, moi, de mon côté, je suis aussi accessible sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram avec Siam Lee, Soul Therapy. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin. Je suis là, avec plaisir. Et il est très bon, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.
bienvenue. S'il y a Merci Nella, merci Nina et merci Siam. C'était vraiment intéressant. Merci à vous Ouais. tous. prenez soin de Oui, Merci à vous tous. merci. Merci Prenez à soin vous de aussi. vous. Merci, vous aussi. Merci. On se Bye. retrouve sur LinkedIn alors. Bien, bonne Allez. soirée. Ok. Merci. Au revoir, Nella. Ciao, ciao. Ciao. J'ai du mal à les quitter. J'attends, merci beaucoup. Salut Nella, ben, merci pour l'invite. Ben, on se parle plus tard. Oui, on se parle plus tard, Siam. Merci à toi, tu es venu. En prie. Merci.